La société aime les monstres, mais elle méprise les idiots. Ils appelaient Marcus la honte du duc. C'était un homme adulte qui collectionnait des mécanismes d'horlogerie cassés. Il fixait le plancher pendant que le reste de Londres dansait. On murmurait qu'il était maudit, contagieux. Alors on le laissait dans son coin. Il était une blague que l'on montrait du doigt derrière des éventails de soie peinte, jusqu'à ce que Béatrice en ait assez. Elle ne voulait pas du duc, elle voulait un homme respectable, et elle s'apprêtait à l'inviter à danser. La salle de bal sentait la cire chaude, l'eau de lavande éventée et le désespoir. Beatrice Hulling se tenait près des lourds rideaux de velours du mur sud. Son dos lui faisait mal contre les baleines rigides d'un corset démodé depuis 3 ans. Elle avait 26 ans. Dans les calculs brutaux et silencieux de la société londonienne, elle était déjà un fantôme. Une vieille fille avec une dot modeste, emmenée uniquement pour chaperonner sa cousine plus jeune et plus jolie, Clara. C'était un rôle que Béatrice acceptait avec une grâce cynique. Elle préférait les bords de la pièce. Depuis les bords, on pouvait voir les dents de tout le monde. Le bal de printemps annuel du duc de Westford était le sommet de la saison. Sa grâce, George Pendleton, se tenait en haut de la salle. Il dégageait cette autorité naturelle qui vient avec 10 000 acres et un titre ancien. Il était beau, d'une manière sévère, avec une mâchoire acérée. Les débutantes l'entouraient comme des mouches sur un pot de miel. Elle riait trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles. Elle s'éventait alors que le courant d'air des portes de la terrasse était assez froid. Béatrice but une gorgée de sa limonade coupée à l'eau. Ses yeux passèrent au-delà du duc, au-delà des soies tourbillonnantes et des lustres scintillants. Elle regardait l'alcôve. Caché derrière une immense fougère importée, se trouvait Marcus. Il était coincé dans un espace clairement conçu pour le garder hors de vue. C'était le frère aîné du duc, l'homme qui aurait dû être le duc. Marcus Pendleton avait 30 ans. Il avait les mêmes larges épaules et les mêmes cheveux sombres que son frère. Mais la ressemblance s'arrêtait dès qu'il bougeait, ou plutôt, dès qu'il ne bougeait pas. Tandis que George commandait la pièce, Marcus était assis, complètement rigide, sur une petite chaise dorée. Ses mains, gantées de cuir épais malgré la chaleur étouffante, étaient fermement jointes sur ses genoux. Ses yeux étaient fixés sur le parquet. Il suivait les motifs géométriques du bois avec une intensité frénétique. La société le disait simple d'esprit. Béatrice disait que la société était une meute de chiens sauvages. Elle observa un groupe de jeunes lords et ladies se diriger vers l'alcôve. Lord Harrington, un homme dont les dettes de jeu étaient un secret de polichinelle dans tous les clubs de St. James, se pencha pour murmurer quelque chose à Miss Lytton. Miss Lytton gloussa, refermant son éventail d'un coup sec et le pointant vers Marcus. « J'ai entendu dire qu'il ne connaît pas son propre nom, » dit Miss Lytton, sa voix portant par-dessus le quatuor à cordes. « J'ai entendu dire qu'il ne connaît pas son propre nom, qui essayait de prendre son manteau. » Répondit Harrington avec un sourire narquois. « Un sauvage. Vraiment, le duc est un saint de ne pas l'enfermer à l'asile. » Marcus ne leva pas les yeux, mais Béatrice vit ses larges épaules tressaillir. Elle vit ses doigts gantés s'enfoncer dans le tissu de son pantalon. Il tordait la laine fine jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il n'était pas sourd. Il n'était pas absent. Il était piégé. Une pointe de colère aiguë éclata dans la poitrine de Béatrice. C'était un sentiment familier, un charbon ardent qu'elle portait en elle à chaque saison, chaque bal, chaque conversation polie forcée. Harrington s'approcha de l'alcôve. Il tenait un verre de vin rouge sombre. Il se balançait, légèrement ivre, profitant du public qu'il rassemblait. « Voyons s'il parle, voulez-vous » murmura Harrington. Il fit un autre pas, feignant de trébucher sur le bord du tapis. Avec un hoquet bruyant et théâtral, Harrington inclina son verre. Le vin éclaboussa le sol poli, s'arrêtant à quelques centimètres des bottes noires cirées de Marcus. Le lourd gobelet de cristal heurta le bois avec un craquement sec et violent. Marcus sursauta violemment. Il plaqua ses mains sur ses oreilles, les yeux fermés, un son bas et haletant s'échappant de sa gorge. Ce n'était pas un cri, c'était le son d'un homme essayant de bloquer physiquement le monde extérieur. La petite foule éclata en rires étouffés et cruels. « Regardez-le » ricana Harrington, effrayé par un verre. La lignée des Pendleton est clairement souillée. Béatrice ne réfléchit pas. Le cynisme qui la maintenait habituellement ancrée au mur s'évapora. Il fut remplacé par une fureur froide et aveuglante.
Elle posa son verre de limonade sur le plateau d'un serviteur qui passait avec un bruit sec. Elle s'éloigna des rideaux de velours. Elle ne regarda pas sa cousine. Elle ne regarda pas le duc, qui était en pleine conversation de l'autre côté de la pièce, ignorant le tourment de son frère. Béatrice se contenta de marcher. Elle se déplaça à travers la foule avec la précision d'un couteau fendant la soie. Elle ignora les reniflements indignés des douairières qu'elle dépassait sans une révérence. Sa robe émeraude délavée frôla les blancs immaculés et les pastels des favorites de la saison. Hypocrite, pensa-t-elle, la mâchoire serrée. Jusqu'au dernier, Harrington battait ses chiens de chasse. Miss Lytton avait une liaison scandaleuse avec un baron marié. La pièce entière pourrissait de l'intérieur. Et pourtant, ils osaient se moquer d'un homme simplement parce que son esprit nécessitait une carte différente pour naviguer dans le monde. Elle franchit le cercle des spectateurs. Harrington se tourna, un sourire suffisant toujours plaqué sur son visage rougeau. « Miss Hulling, dit Harrington, feignant la surprise. « Attention, ne vous approchez pas trop. La créature est facilement effrayée. » Béatrice s'arrêta devant lui. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. « Lord Harrington, dit-elle, son ton aussi sec que de l'os broyé. C'est une merveille pour moi que vous puissiez vous permettre un vin si fin, seulement pour le jeter par terre, étant donné que vous devez 300 livres au notaire de mon père. » Les rires cessèrent. Le visage de Harrington perdit ses couleurs, puis vira à un cramoisi marbré et laid. « Comment osez-vous? Je vous suggère de trouver un laquais pour nettoyer votre gâchis. » L'interrompit Béatrice, ses yeux le fixant. « Avant que je ne trouve le duc et que je lui demande s'il apprécie que ses invités vandalisent sa demeure ancestrale. » Harrington ouvrit la bouche, puis la referma d'un coup sec. Il regarda autour du cercle. L'amusement avait disparu, remplacé par la peur profonde et terrifiante du scandale social. Il tourna les talons et partit en trombe. Le reste des vautours se dispersa rapidement, trouvant soudain la fresque du plafond fascinante. Béatrice se tenait seule devant l'alcôve. Elle prit une lente inspiration, laissant la colère se dissiper, lissant les bords de son sang-froid. Elle se tourna pour regarder Marcus. Il n'avait pas retiré ses mains de ses oreilles. Sa tête était baissée, sa respiration courte et rapide. De près, il était saisissant. Les angles durs de son visage n'étaient pas adoucis par les sourires polis et étudiés que les autres hommes arboraient. Il n'y avait aucun artifice en lui. Béatrice s'avança, prenant soin de ne pas projeter d'ombre sur lui. Elle ne parla pas immédiatement. Elle lui laissa un moment. Elle attendit que le va-et-vient frénétique de sa poitrine commence à ralentir. Lentement, Marcus baissa les mains. Il ne leva pas les yeux vers son visage. Son regard resta fixé sur l'ourlet de sa robe émeraude délavée. « Le motif géométrique, dit Marcus. » Sa voix était un baryton profond et rauque, totalement inhabituel pour l'acoustique d'une salle de bal. On aurait dit du gravier raclant sur du velours lourd. Béatrice cligna des yeux, momentanément décontenancée. « Pardonnez-moi le sol, dit Marcus, pointant un doigt ganté de cuir épais vers le parquet. C'est un pavage d'hexagones réguliers, mais le vin. Il fixa la flaque rouge près de sa botte. Le liquide perturbe la symétrie. C'est extrêmement incorrect. Il semblait sincèrement affligé par le motif brisé. Béatrice baissa les yeux sur le sol, puis le regarda à nouveau. Un petit sourire sincère toucha les coins de sa bouche. « Vous avez entièrement raison, Monsieur Pendleton, dit doucement Béatrice. C'est terriblement incorrect. Cela gâche le dessin. » La tête de Marcus se releva d'un coup. Pendant une fraction de seconde, ses yeux rencontrèrent les siens. Ils étaient d'un gris surprenant et perçant. Vifs, clairs et profondément surprise qu'elle soit d'accord avec lui. L'orchestre de l'autre côté de la pièce joua un accord puissant, signalant le début d'une nouvelle série de danses. Béatrice prit sa décision. « Monsieur Pendleton, » dit Béatrice. Sa voix était ferme, perçant le bourdonnement montant des violons. Marcus baissa de nouveau les yeux sur ses chaussures. Il commença à frotter le pouce de son gant droit sur les jointures de sa main gauche. « George dit que je ne dois pas parler aux invités. George dit que je dois rester près de la fougère jusqu'à ce que la voiture soit appelée à 2 heures. »« Je ne suis pas une invitée, » mentit doucement Béatrice. « Je suis une nuisance. Demandez à n'importe qui ici. » Le front de Marcus se plissa. « Une nuisance est une personne odieuse ou agaçante. Êtes-vous odieuse? »« Fréquemment, » répondit-elle. Un petit souffle d'air, presque imperceptible,
s'échappa de son nez. C'était peut-être un rire. « Je n'aime pas cette pièce », déclara simplement Marcus. « Il y a trop de bruit. Le lustre a 342 cristaux. S'il tombe, il écrasera un minimum de 8 personnes. Alors nous devrions probablement nous en éloigner, » suggéra Béatrice. La musique enfla. C'était une contredanse, structurée, prévisible. Béatrice reconnut l'air. « Monsieur Pendleton, dit-elle, faisant un demi-pas de plus, s'assurant de garder ses mains strictement le long de son corps. Me feriez-vous l'honneur de vous tenir à mes côtés pour cette danse ?» Marcus se figea. Ses mains cessèrent de bouger. Il fixa l'ourlette de sa robe comme s'il venait de prendre feu. « Dansez », corrigea-t-elle doucement. « Je ne peux pas », dit-il rapidement, une note de panique montante dans sa voix rocailleuse. « Je ne suis pas préparé pour la première danse. Georges a dit que la première danse est pour le duc. C'est déjà la 4e danse. Alors nous prendrons la 4e. » Marcus secoua la tête, un mouvement sec et rigide. « Non, je ne connais pas les conversations, le temps, les chevaux. » Il énuméra les sujets comme s'il s'agissait d'une langue étrangère qu'il n'avait pas réussi à apprendre. « Et je n'aime pas le contact. » Il leva légèrement sa main gantée. « La peau elle est trop chaude. Elle brûle. » Béatrice n'insista pas. Elle n'eut pas pitié de lui. Elle chercha simplement une solution. Elle plongea la main dans le petit réticule perlé qui pendait à son poignet. Ses doigts se refermèrent sur un mouchoir en lin propre et pressé. Elle le sortit et le tint par un coin, tendant le coin opposé vers lui. « Pas de contact, » dit Béatrice. « Vous tenez une extrémité. Je tiendrai l'autre. Le tissu comblera le vide. » Marcus fixa le carré de lin blanc. Il regarda sa main, immobile dans les airs. « Et les conversations ?» demanda-t-il prudemment. « Nous n'aurons pas à parler du temps, » promet Béatrice. « En fait, je l'interdis. Vous pourrez me parler des motifs du sol, ou vous pourrez compter les pas. On me dit que j'ai un rythme terrible. Donc compter serait très utile. » Marcus réfléchit à cela. La logique lui plaisait. Il tendit lentement la main. Ses doigts gantés épais pincèrent le coin même du mouchoir. La tension dans le tissu se fit sentir entre eux. « 1, 2, 3, un pas », murmura Marcus, testant les mots. « Exactement », dit Béatrice. Elle recula, le tirant doucement par le lien du mouchoir. Marcus hésita, ses bottes près du vin renversé. Puis prudemment, il contourna la symétrie brisée de la flaque et la suivit hors de l'ombre de la fougère. Au moment où ils entrèrent sur la piste de danse, une onde de choc physique parcourut la salle de bal. Cela commença par un hoquet de Lady Danbury, puis un murmure aigu d'un groupe de douairières. Le son se propagea comme une pierre jetée dans un étang calme. Une vague de têtes qui se tournent et d'yeux qui s'écarquillent. Le bavardage poli cessa, remplacé par un silence soudain et lourd. Seul l'orchestre, qui hésita une demi-mesure avant que le premier violon ne le force à continuer, se faisait entendre. Béatrice les ignora. Elle garda les yeux entièrement fixés sur Marcus, maintenant son regard sur l'espace juste en dessous de sa clavicule. Ils atteignirent le bord des danseurs, formant les lignes. « Prêt ?» demanda doucement Béatrice. Marcus fit un unique signe de tête rigide. « 1, 2, 3, chuchota-t-il. La danse commença. Ce n'était pas une valse romantique et fluide, c'était une contredanse exigeant des mouvements précis, des tours et des pas en rythme. Marcus se déplaçait avec une exactitude surprenante. Il était rigide, sa posture droite comme un piquet, mais il ne manquait pas une mesure. Il calculait la distance entre lui, Béatrice et les couples à côté d'eux avec une perfection mécanique. Entre eux, le mouchoir blanc s'abaissait et se relevait. C'était un petit drapeau de défi dans une mer de soie et de velours. « 4, 5, tours », murmura Marcus. Ses yeux suivaient le plafond, les murs, l'espace entre les danseurs. Il calculait la géométrie de la pièce pour s'assurer qu'il n'entrait en collision avec personne. Béatrice suivit son rythme. Elle sentit une soudaine et féroce montée de triomphe. Ils bougeaient parfaitement ensemble. Elle n'avait pas besoin qu'il lui murmure des mots doux à l'oreille. Elle avait besoin exactement de cela. La réalité terre-à-terre et honnête d'un homme qui pensait exactement ce qu'il disait et faisait exactement ce qu'il promettait. Qu'il regarde, pensa-t-elle, le menton levé avec défi en apercevant les visages qui les fixaient. Qu'il voit. Mais de l'autre côté de la pièce, le duc de Westford avait finalement remarqué le silence.
George Pendleton fendit la foule, sa silhouette imposante se frayant un chemin à travers les débutantes. Elles s'écartèrent immédiatement quand il vit son frère sur la piste de danse, relié à une femme par un bout de lin. La couleur quitta son visage, pour être remplacée par un rouge sombre et orageux. Béatrice vit George se diriger vers la piste. Le duc avait l'air paniqué. Il avait l'air furieux. Il ressemblait à un homme qui croyait que son secret de famille le plus profond et le plus sombre était exhibé pour l'amusement du tout Londres. La musique atteignit son crescendo final. Marcus recula précisément de 2 pieds et lâcha son extrémité du mouchoir. Il ne s'inclina pas. Il se tint simplement droit et laissa échapper un long et lourd soupir, comme s'il venait de courir un mile. La géométrie était adéquate, déclara Marcus. C'était parfait, monsieur Pendleton, dit Béatrice, son cœur battant contre ses côtes. Avant que Marcus ne puisse répondre, une main lourde se posa sur son épaule. Marcus. Une voix claqua comme un fouet. George se tenait à côté d'eux, la poitrine haletante, les yeux flamboyants d'un mélange de terreur et de rage. Il regarda son frère, l'inspectant frénétiquement comme si Marcus avait été physiquement agressé. Puis le duc tourna son regard furieux sur Béatrice. « Quelle est la signification de ceci ?» demanda George, sa voix basse et dangereuse. « À quel jeu jouez-vous avec lui ?» La musique s'était arrêtée, et bien que l'orchestre ait immédiatement commencé à s'accorder pour la prochaine série, personne ne bougeait. La salle de bal entière s'était subtilement déplacée. Des centaines de corps se penchaient pour ne pas manquer l'explosion imminente. Béatrice tint bon. Elle était une vieille fille avec une petite dot, faisant face à l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre. Selon toutes les normes sociales, elle aurait dû faire une profonde révérence et implorer le pardon. Au lieu de cela, elle plia calmement son mouchoir et le glissa dans son réticule. « Nous dansions votre grâce », répondit Béatrice, sa voix ferme et claire. C'est la coutume dans un bal. La mâchoire de George se serra si fort qu'un muscle tressaillit sur sa joue. Il se plaça entre Béatrice et Marcus, protégeant physiquement son frère. « Mon frère ne danse pas. Il ne comprend pas les complexités sociales de cet environnement. Vous le rendez ridicule. » « Je ne l'ai pas rendu ridicule, » rétorqua Béatrice, sa voix baissant à un murmure dur pour que seuls eux trois puissent entendre. « Vos invités l'ont fait. Ou avez-vous manqué Lord Harrington, lui jetant du vin aux pieds, pendant que vous étiez occupé à tenir la cour ?» George cligna des yeux, momentanément déconcerté. Il baissa les yeux sur les bottes de Marcus, remarquant pour la première fois la légère éclaboussure de rouge sombre sur le cuir poli. Un éclair de pure culpabilité traversa le visage du duc, rapidement masqué par une colère défensive. « C'est mon affaire, » lança George. « Pas la vôtre. Vous êtes Miss Hulling, n'est-ce pas? La fille de Thomas Hulling ?» Il le dit comme une accusation. Il calculait sa valeur, ses motivations. « Si vous pensez que parader avec mon frère dans la pièce vous attirera les faveurs de ma famille ou vous assurera une sorte de patronage, ne m'insultez pas, » l'interrompit Béatrice, s'avançant. L'audace pure de couper la parole à un duc figea George. « Je n'ai aucun intérêt pour votre patronage, votre grâce, et je n'ai certainement aucun intérêt pour vous. J'ai vu un homme acculé par des chacals, pendant que son frère, son supposé protecteur, l'ignorait. Je lui ai offert une danse. Il a accepté. Il n'y a pas de conspiration ici, seulement une décence humaine de base. Un concept qui semble totalement étranger à cette pièce. » George la dévisagea, véritablement sans voix. Les femmes ne lui parlaient pas de cette façon. Elles flattaient, elles s'effaçaient, elles convoitaient. Elles ne lui faisaient pas la morale avec des yeux pleins d'un feu cynique. Il ouvrit la bouche pour lui ordonner de quitter sa maison. « George !» La voix lourde et rocailleuse arrêta net le duc. George se tourna. Marcus était sorti de derrière lui. Il ne regardait plus le sol. Il regardait son frère. Sa posture était raide, ses mains se serrant et se desserrant à ses côtés, signalant sa détresse croissante, mais sa voix était ferme. « Ne la renvoyez pas, George, » dit Marcus. Le visage de George s'adoucit instantanément, sa colère se dissipant en une profonde anxiété fraternelle. « Marcus, s'il te plaît, laisse-moi te ramener dans tes appartements. C'est trop de bruit pour toi. La foule, le bruit est de 50 décibels. J'ai compté. » L'interrompit Marcus, tapotant ses doigts contre sa cuisse dans un mouvement rythmique. « C'est bruyant,
Mais elle n'a pas renversé de vin. Elle n'a pas pointé l'éventail. Elle a gardé le rythme. 1, 2, 3. Marcus fit une pause, se forçant à regarder Béatrice. Ce ne fut qu'une seconde. Une connexion fugace d'yeux gris à brun. Mais c'était délibéré. Elle a utilisé une barrière textile pour éviter l'inconfort sensoriel. Expliqua Marcus à son frère comme s'il présentait une découverte scientifique. C'était une solution très efficace. Je voudrais qu'elle reste. George regarda son frère, puis Béatrice. Le duc était déstabilisé. Sa vision du monde bascula soudainement. Il avait passé 10 ans à cacher Marcus, convaincu que la société le dévorerait et le recracherait, convaincu que Marcus était un enfant fragile, piégé dans un corps d'homme. Pourtant, voici Marcus défendant une étrangère, expliquant ses propres limites avec une clarté précise. George se passa une main sur le visage, semblant soudain incroyablement fatigué. La façade invulnérable du duc se fissura, révélant un frère aîné épuisé. « Miss Hulling » commença George, sa voix dépourvue de son venin précédent, remplacée par une incertitude prudente. « Je m'excuse. Je suis farouchement protecteur envers mon frère. J'ai dû l'être. La protection est un bouclier, votre grâce. » Dit doucement Béatrice, la colère la quittant en voyant la véritable lassitude dans les yeux du duc. Pas une cage. Le cacher derrière une fougère ne les empêche pas de se moquer de lui. Cela leur permet juste de le faire là où vous n'avez pas à le voir. George tressaillit. Les mots firent mouche avec une précision impitoyable. George, dit à nouveau Marcus, montrant les portes de la terrasse. La chaleur rayonne à un niveau inacceptable. J'ai besoin de l'atmosphère extérieure. Bien sûr, Marcus, dit doucement George. Il regarda Béatrice une dernière fois. Un mélange complexe de gratitude, de suspicion et d'admiration dans ses yeux. Miss Hulling, je vous dois une fière chandelle. S'il y a quoi que ce soit dont vous ayez besoin, laissez-le simplement respirer, votre grâce. Répondit-elle. George hocha lentement la tête. Il posa doucement une main sur le coude de Marcus, un contact que Marcus semblait tolérer de sa part, et commença à le guider vers les portes de la terrasse. Avant de sortir dans l'air frais de la nuit, Marcus s'arrêta. Il tourna son torse avec raideur, regardant par-dessus son épaule vers Béatrice. « La bibliothèque !» cria Marcus par-dessus le bourdonnement renaissant de la salle de bal. Béatrice cligna des yeux. « Pardon ? La bibliothèque de cette maison, » dit Marcus, élevant légèrement la voix. « Elle contient 2412 livres. Beaucoup concernent le génie mécanique et l'horlogerie. La géométrie des étagères est très plaisante. Vous pouvez venir voir la géométrie demain à 3 heures. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration de fait, une invitation livrée avec la finesse romantique d'une brique. » Béatrice sentit un rire sincère et spontané monter dans sa poitrine. Pour la première fois en 10 ans, elle ne feignait pas un sourire dans une salle de bal. « 3 heures, Monsieur Pendleton, » répondit Béatrice. « J'apporterai une règle pour vérifier vos mesures. » Marcus fit un autre signe de tête rigide. Satisfait, il se tourna et disparut dans la nuit avec son frère. Béatrice se tenait seule au bord de la piste de danse. Les chuchotements avaient repris. Plus fort cette fois. La ruine sociale qu'elle avait courtisée commençait sans aucun doute à prendre forme dans l'esprit des douairières. Elle savait que sa tante serait furieuse. Elle savait qu'elle ne recevrait peut-être plus jamais d'invitation à une réunion mondaine. Elle lissa le devant de sa robe émeraude délavée. Elle s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, Béatrice Hulling avait quelque chose à attendre avec impatience pour le lendemain. La résidence des Pendleton sur Grosvenor Square était un monument à la vieille fortune. Elle n'avait pas besoin de crier sa richesse. Elle se contentait de s'asseoir dans sa lourde pierre de Portland et de défier les passants de se sentir à la hauteur. Béatrice arriva précisément à 3 heures moins 2 minutes. Elle portait une tenue de promenade bleu marine, dépourvue de rubans ou de dentelles inutiles. Elle avait passé la matinée à endurer une conférence cinglante de sa tante Agatha concernant le suicide social total qu'elle avait commis la veille. Sa cousine Clara avait pleuré. Béatrice avait mangé son toast et quitté la maison. Un laquais ouvrit la lourde porte en chêne avant même qu'elle ne puisse soulever le heurtoir en laiton. Il n'eut pas l'air surpris de la voir. « Miss Hulling » dit le majordome, apparaissant de l'ombre du hall caverneux. C'était un homme plus âgé, la colonne vertébrale rigide, le visage un masque de neutralité étudié. Sa grâce est actuellement à son club. Cependant,
Monsieur Pendleton a laissé des instructions explicites pour que vous soyez admise à la bibliothèque exactement à 3 heures. Le majordome sortit une montre de poche en argent de son gilet, vérifiant le cadran. Vous êtes ponctuelle, mademoiselle. On m'a menacé avec une règle, monsieur Hodges, répondit sèchement Béatrice. Je n'osais pas être en retard. Un minuscule tic microscopique se produisit au coin de la bouche du majordome. En effet, suivez-moi. La bibliothèque était située à l'arrière de la maison, loin du cliquetis des voitures sur les pavés. Quand Hodges ouvrit les lourdes portes doubles, Béatrice sentit le souffle lui manquer. Ce n'était pas une pièce. C'était une cathédrale de papier et de cuir. 2 étages d'étagères en acajou, du sol au plafond, entouraient l'énorme espace. Un escalier en colimaçon en fer forgé menait à une mezzanine. Le soleil de l'après-midi filtrait par de hautes fenêtres cintrées, attrapant les grains de poussière dansant dans l'air. Au centre de la pièce, assis à un immense bureau double, se trouvait Marcus. Il ne portait pas la tenue de soirée rigide de la veille. Il portait une simple chemise de lin blanc, les manches retroussées au-delà des coudes, révélant des avant-bras musclés. Un tablier de cuir protégeait son pantalon. Le bureau était couvert de ce qui ressemblait aux débris d'une explosion dans une bijouterie. Des centaines de minuscules rouages en laiton, ressorts, vis et plaques de métal étaient disposés sur des tissus de velours vert foncé. Marcus tenait une loupe à son œil droit. Il manipulait une pince à épiler avec une précision terrifiante, abaissant un engrenage pas plus grand qu'une lentille dans le boîtier creux d'une horloge de voiture. Il ne leva pas les yeux quand la porte se referma. « Vous êtes en avance de 45 secondes, » dit Marcus. Sa voix rocailleuse portait facilement dans la pièce silencieuse. « Mes excuses, » dit Béatrice, s'approchant lentement du bureau. Elle s'arrêta à une distance respectueuse, prenant soin de ne pas projeter d'ombre sur son espace de travail. « Je peux attendre dans le couloir pendant 45 secondes, si cela peut rétablir l'équilibre. » Marcus fit une pause. Il posa soigneusement la pince et retira la loupe de son œil. Il la regarda. Ses yeux gris scannèrent sa robe bleu marine, cartographiant les lignes nettes et sans fioritures du tissu. « Non !» décida Marcus. « Le bleu marine absorbe la lumière différemment du vert émeraude. C'est acceptable. » Il désigna une chaise en bois placée de l'autre côté du bureau. Elle était parfaitement alignée avec le bord du tapis. « Vous pouvez vous asseoir. » Béatrice s'assit. Elle regarda le désordre tentaculaire de composants métalliques. « J'avoue, monsieur Pendleton, quand vous avez mentionné l'horlogerie, je ne réalisais pas que vous les construisiez vous-même. »« Je ne les construis pas, » corrigea Marcus, avec une pointe de frustration dans le ton. « Je les répare. Les gens sont négligents. Ils remontent les ressorts trop forts. Ils les laissent tomber. Ils s'attendent à ce que le temps continue de s'écouler sans entretien. C'est très illogique. » Il reprit la pince. Ceci appartenait à Lord Danbury. Il l'a jeté contre un mur parce qu'il était en retard pour un train. Le ressort principal a cassé. La roue d'échappement a perdu 3 dents. Et vous les remplacez? J'ai fraisé de nouvelles dents ce matin, dit Marcus, son attention revenant au minuscule boîtier. Cela nécessite de limer le laiton à une tolérance d'1 centième de pouce. Si c'est incorrect, le pendule se bloquera. Le temps traînera. Ce sera un menteur. Béatrice le regarda travailler. Ses mains, qui s'étaient tordues si violemment de panique la veille, étaient maintenant les choses les plus stables qu'elle ait jamais vues. Il y avait une paix profonde et tranquille en lui lorsqu'il était confronté à un problème qui avait une réponse logique et définitive. « Réparez-vous beaucoup de choses pour le tout Londres ?» demanda Béatrice. « Seulement les choses qu'il casse » murmura Marcus, ce qui représente une quantité considérable. Il travailla en silence pendant 20 minutes. La plupart des hommes auraient ressenti le besoin de remplir l'air de bavardage poli et insignifiant. Marcus ne ressentait aucune obligation de ce genre, et Béatrice trouva le silence profondément réconfortant. Elle n'avait pas à jouer un rôle. Elle était simplement assise, regardant un maître artisan redonner vie au métal mort. « J'ai apporté quelque chose », dit finalement Béatrice. Elle plongea la main dans sa poche et posa un petit objet en argent terni sur le bord du velours vert. C'était une montre de poche, sévèrement cabossée, son cadran en verre brisé. Marcus s'arrêta. Il fixa l'objet. Lentement, il tendit la main et le ramassa. Il le retourna dans ses grandes mains, examinant les dégâts. Le boîtier est écrasé.
diagnostiqua Marcus. Le spirale est probablement tordu au-delà de toute réparation. Comment est-ce arrivé? Elle appartenait à mon père, dit Béatrice. Sa voix resta neutre, dépourvue du tremblement sentimental que les femmes de la société employaient habituellement. Il est mort quand j'avais 19 ans. Le médecin l'a laissé tomber sur l'âtre en pierre après avoir déclaré l'heure du décès. Je l'ai gardé, mais je n'ai jamais eu les fonds pour l'emmener chez un horloger digne de ce nom. Marcus regarda la montre, puis Béatrice. Il traita l'information. Il n'y avait aucune pitié dans son regard. La pitié était une émotion inutile pour Marcus. Il ne traitait que des faits. « Elle est cassée », dit Marcus. « Oui, je vais la réparer. Je ne peux pas vous payer, Monsieur Pendleton. » Le front de Marcus se plissa. Il semblait sincèrement confus par cette déclaration. « Je n'ai pas besoin de votre monnaie. J'ai besoin d'un problème à résoudre. Ceci est un problème. Le train de rouage est sévèrement compromis. » Il plaça soigneusement la montre de son père dans un plateau en bois séparé. « Cela prendra environ 3 semaines. »« Merci, » dit doucement Béatrice. Marcus fit un bref signe de tête. Il reprit sa loupe. « Vous devez revenir jeudi à 3 heures. Je devrais vous montrer les progrès. Les mécanismes internes seront exposés. C'est visuellement optimal. » Béatrice sourit, une expression sincère et chaleureuse qui plissa les coins de ses yeux. « Je serai là, Monsieur Pendleton, jeudi à 3 heures. » À la 3e semaine, les rumeurs étaient passées de chuchotements derrière les éventails à des déclarations audacieuses dans les salons. Miss Beatrice Hulling rendait visite au frère Pendleton fou. Tante Agatha avait finalement atteint son point de rupture. Elle accula Béatrice dans le petit salon de leur maison de ville louée, son visage un masque de terreur aristocratique. « Tu es égoïste, Béatrice. » Siffla Agatha, serrant son mouchoir. « Clara a dansé avec Lord Minton hier, et il lui a demandé sans détour si la folie courait dans notre famille, à cause de ton association avec cette créature. » Béatrice leva les yeux du livre qu'elle lisait. « Marcus n'est pas une créature, ma tante. C'est un homme. Et si Lord Minton est assez stupide pour croire que la folie est contagieuse par le mariage avec une cousine, Clara est mieux sans lui. Tu vas cesser ces visites, exigea Agatha, s'avançant. Ou je te mettrai à la rue, je le jure. » Béatrice ferma lentement son livre. Elle se leva. Elle était plus grande que sa tante, et des années à absorber la cruauté silencieuse du tout Londres lui avaient forgé une colonne vertébrale d'acier massif. « Mettez-moi à la rue alors, » dit Béatrice, sa voix tombant à un registre terrifiant de calme. « Faites-le aujourd'hui. Je ferai ma malle et je me louerai comme gouvernante. Je m'assurerai que chaque famille aristocratique de Londres sache exactement pourquoi la fille de Thomas Hulling a été forcée à la servitude. Voyons comment Clara s'en sortira sur le marché du mariage quand le nom Hulling deviendra synonyme de misère et de cruauté. » Agatha recula, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Elle reconnut le regard dans les yeux de Béatrice. C'était le regard d'une femme qui n'avait absolument plus rien à perdre. Béatrice prit son manteau. « Je vais à Grosvenor Square. Je reviendrai pour le dîner. » Quand Béatrice arriva à la bibliothèque cet après-midi-là, l'atmosphère était différente. Le massif bureau en chêne était entièrement débarrassé de rouages et de tissus de velours. Marcus se tenait près de la fenêtre, les mains fermement jointes derrière le dos. Il faisait les 100 pas. Exactement 4 pas en avant, un pivot brusque, 4 pas en arrière. « Marcus » demanda Béatrice, fermant les portes derrière elle. Au cours des 3 dernières semaines, le monsieur Pendleton avait naturellement disparu. Marcus cessa de faire les 100 pas. Il se tourna pour lui faire face. Il avait l'air agité. Le col de sa chemise était déboutonné et il respirait lourdement. « Vous avez 3 minutes de retard, » dit Marcus. Cela sonnait comme une accusation, mais Béatrice reconnut la panique sous-jacente. La routine était son encre. Quand l'encre glissait, le monde devenait une tempête. « La voiture a heurté une ornière sur Oxford Street », expliqua calmement Béatrice, sans s'approcher, lui laissant l'espace pour traiter le changement. « Nous avons dû attendre que la roue soit inspectée. Je m'excuse. » Marcus la fixa. Il tapota ses doigts contre sa cuisse. « 1, 2, 3, 4, variables, » murmura Marcus. « Le monde est entièrement composé de variables incontrôlées. C'est épuisant. Ça l'est, » convint Béatrice. « Mais la roue est solide, et je suis là. » Marcus prit une profonde inspiration. Il se dirigea vers le bureau. «
Posée parfaitement au centre du bois poli, se trouvait une petite boîte carrée en acajou. « J'ai terminé la tâche », déclara Marcus. Béatrice se dirigea vers le bureau. Elle regarda la boîte, puis leva les yeux vers Marcus. Il fit un signe de tête sec, indiquant qu'elle devait l'ouvrir. Elle souleva le loquet en laiton. À l'intérieur, reposant sur un lit de soie bleu foncé, se trouvait la montre de poche de son père. Le verre brisé avait disparu, remplacé par un cristal bombé immaculé. Le boîtier cabossé avait été martelé et poli jusqu'à ce que l'argent brille comme un miroir. Mais c'est le son qui l'a saisi. Elle se pencha. Tic, 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 c'était un battement de cœur fort et régulier. Béatrice sentit une douleur soudaine et aiguë dans sa gorge. Elle prit la montre. Le métal était frais, lourd dans sa paume. Elle était exactement comme il y a 10 ans. Le spiral était entièrement détruit, expliqua Marcus, observant attentivement son visage. J'ai dû trouver un remplacement auprès d'un fournisseur à Clerkenwell. Le boîtier a nécessité de la chaleur pour être remodelé. Je me suis brûlé l'index gauche. Il a cloqué, mais l'intégrité structurelle de la montre est restaurée. Béatrice leva les yeux. « Vous vous êtes brûlé ?» Marcus leva sa main gauche. Un bandage blanc propre enveloppait son index. C'est une blessure mineure. La douleur est une réponse biologique aux dommages tissulaires. Elle guérira dans environ 7 jours. Béatrice contourna le bureau. Elle ne pensa pas aux règles de la bienséance. Elle ne pensa pas aux lois non écrites de la distance. Elle tendit la main et prit doucement sa main bandée. Marcus se raidit complètement. Son souffle se coupa. Il détestait être touché. Il détestait la chaleur, l'imprévisibilité de la chose. Mais alors que le pouce de Béatrice effleurait légèrement le bord du bandage, il ne retira pas sa main. Il fixa leurs mains jointes, comme s'il observait une réaction chimique fascinante. « Merci, Marcus », dit doucement Béatrice, levant les yeux vers ses yeux gris. « Personne n'a jamais pris un tel soin de quelque chose qui m'appartient. » Marcus déglutit difficilement. « Vous n'avez pas reculé. » « De quoi ?»« La brûlure, le bandage. Georges dit que les blessures sont disgracieuses pour les femmes. Il dit qu'elle préfère la perfection. » Béatrice laissa échapper un rire dur et cynique. « Georges est un idiot. La perfection est un mensonge fabriqué par les tailleurs et les professeurs de bonne manière. Je préfère ceci. » Elle serra doucement ses doigts avant de lâcher prise, respectant ses limites. « Je préfère les choses qui fonctionnent, même si elles nécessitent une petite réparation. » Marcus regarda sa main, puis de nouveau Béatrice. L'énergie frénétique de ses pas précédents s'était complètement dissipée. « J'ai calculé la probabilité de notre association continue, » dit brusquement Marcus. Béatrice cligna des yeux. « Vraiment? Oui, vous ne parlez pas par-dessus moi. Vous ne portez pas de parfum qui agresse les sens olfactifs. Vous comprenez la nécessité d'un horaire rigide. » Marcus se redressa. « Je trouve votre présence très régulatrice. Je voudrais initier une cour formelle. » Béatrice le dévisagea. C'était la proposition la plus antiromantique, clinique et magnifique qu'elle ait jamais entendue. « Une cour », répéta Béatrice, son cœur battant à un rythme étrange et flottant que Marcus trouverait probablement mathématiquement incorrect. « Oui », dit Marcus, « j'ai lu les manuels. Nous sommes censés nous promener à Hyde Park. Je ne ferai pas ça. Il y a trop de canards et le bruit est imprévisible. Mais nous pouvons nous promener dans les jardins arrière ici à 4 heures les mardis et jeudis. Je pense... » Béatrice sourit, l'armure cynique qu'elle portait fondant complètement. Cela ressemble à un excellent programme. Le duc de Westford intervint finalement. Cela se produisit un mardi, 2 semaines après le début de leur cours formelle. Béatrice montait les marches de la résidence exactement à l'heure, quand Hodges l'intercepta à la porte. « Miss Hulling, » dit Hodges, le visage grave. « Sa grâce demande à vous parler dans son bureau. » Béatrice sentit un nœud froid se former dans son estomac. « Marcus m'attend. Monsieur Pendleton est dans la bibliothèque. Sa grâce souhaite vous parler avant que vous ne continuiez. » Béatrice suivit le majordome le long d'un long et opulent couloir. Le bureau de Georges était très différent de la bibliothèque de Marcus. Il était sombre, dominé par des fauteuils en cuir, des peintures à l'huile d'ancêtre sévère et l'odeur de cigares coûteux. Georges se tenait près de la cheminée, sirotant un verre de liquide ambré. Il avait l'air fatigué. « Miss Hulling, » dit Georges, sans lui offrir de siège. « Je serai bref. » Cette mascarade a assez duré. Béatrice garda le menton haut. «
Je n'ai connaissance d'aucune mascarade, votre grâce. Ne jouez pas l'idiote avec moi, lança George, sa patience aristocratique s'amenuisant. J'ai permis cet arrangement parce que je pensais que c'était une fascination passagère. Je pensais que Marcus vous trouvait original, et j'admets qu'il semblait plus calme. Mais le tout Londres parle. Votre famille est au bord de la ruine. Et pire, Marcus commence à compter sur vous. Est-ce un crime? Demanda froidement Béatrice. Qu'il est une amie? Il n'a pas besoin d'une amie. George éleva la voix, le verre dans sa main tremblant légèrement. Il a besoin de stabilité. Il a besoin de routine. Et vous êtes un élément temporaire, Miss Hulling. Que se passera-t-il quand vous déciderez que vous voulez un mari, un vrai mari, pas un homme qui doit compter les marches avant de les descendre? Que se passera-t-il quand vous le quitterez? Je ne le quitte pas. Vous le ferez. George claqua son verre sur la cheminée. La société l'exige. Vous êtes une vieille fille sans fortune. Vous ne pouvez pas épouser le frère d'un duc sans réduire en miettes la réputation de cette famille. Vous finirez par céder à la pression, et quand vous le ferez, Marcus se brisera. Et il ne se brise pas comme vous ou moi, Miss Hulling. Il vole en éclats. J'ai passé 10 ans à ramasser les morceaux, et je ne vous laisserai pas le laisser tomber à nouveau. George se dirigea vers son bureau, sortant une enveloppe lourde et épaisse. Il y a 3000 livres dans cette enveloppe, dit George, la voix neutre. C'est assez pour que vous viviez indépendamment, loin de votre tante, loin de Londres. Prenez-la, quittez cette maison, ne revenez pas. Béatrice fixa l'enveloppe. 3000 livres, c'était la liberté. C'était un cottage à la campagne, une vie sans les sarcasmes de tante Agatha, une vie où elle n'aurait plus jamais à assister à un autre bal écrasant. C'était exactement ce qu'elle avait voulu toute sa vie. Elle regarda George. Elle vit le désespoir dans ses yeux. Il n'était pas un monstre. C'était un frère aîné terrifié essayant de protéger la seule famille qui lui restait, en utilisant la seule arme qu'il connaissait, l'argent. Béatrice tendit la main. La porte du bureau s'ouvrit violemment. Marcus se tenait dans l'embrasure. Il respirait par saccades, haletant. Ses yeux étaient grands ouverts, les pupilles dilatées par la panique pure. Il était venu la chercher quand elle avait 5 minutes de retard à la bibliothèque. Il avait tout entendu. Marcus allait à George, laissant tomber l'enveloppe sur le bureau. « Marcus, s'il te plaît, retourne dans ta chambre. »« Tu retires la variable, » dit Marcus. Sa voix n'était pas un grondement rauque. C'était un fil aigu et fin de pure détresse. Il leva les mains, pressant fort les talons de ses paumes contre ses tempes. « Elle est une variable. Tu paies de l'argent pour la soustraire de l'équation. »« Marcus, écoute-moi, » plaida George, faisant un pas en avant. « Non, » cria Marcus, reculant contre le cadre de la porte. Il commença à se balancer sur ses talons, un mouvement rapide et saccadé. L'horaire est brisé. Elle est censée être dans la bibliothèque. Il est 4h03. L'heure est incorrecte. La géométrie est ruinée. Il ne regardait pas Béatrice. Il fixait le sol, piégé dans un vortex en spirale de surcharge sensorielle et de logique brisée. Le monde sûr et prévisible qu'il avait soigneusement construit avec Béatrice était systématiquement démantelé par son frère. George regarda Béatrice, la panique écrite sur son visage. « Sortez » siffla-t-il. « Je vais m'en occuper. Sortez. » Béatrice ne regarda pas l'enveloppe sur le bureau. Elle ne regarda pas le duc furieux et terrifié. Elle passa directement devant George, s'arrêtant à 3 pieds devant Marcus. Elle ne tendit pas la main pour le toucher. Elle savait qu'il ne fallait pas. Au lieu de cela, elle plongea la main dans sa poche. Elle sortit la montre de poche en argent que Marcus avait réparée. Tic, tic, tic. Béatrice la tint par la chaîne, la laissant pendre dans les airs entre eux. « Marcus, » dit Béatrice. Sa voix était basse, ferme, et trancha la panique montante dans la pièce comme une lame. « Regarde le balancier. » Marcus ferma les yeux, se balançant plus fort. La variable est retirée. L'équation est nulle. « Je suis juste là, » ordonna Béatrice. « Ouvre les yeux, Marcus. » Regarde la montre. La respiration de Marcus se coupa. Lentement, péniblement, il ouvrit les yeux. Ils se fixèrent sur le boîtier en argent brillant qui pendait dans les airs. « Écoute la roue d'échappement. » Instruisit calmement Béatrice. « Compte les battements. » Marcus fixa la montre. Sa poitrine se soulevait, mais ses lèvres commencèrent à bouger silencieusement. « L'heure n'est pas incorrecte, » dit doucement Béatrice, gardant la montre parfaitement immobile.
L'horaire a été retardé. C'est tout. Je ne pars pas, Marcus. Je suis une variable permanente. L'équation tient. Le balancement de Marcus ralentit. Il baissa les mains de ses tempes. Il fixa la montre, la preuve stable et indéniable de la vérité mécanique l'ancrant de nouveau à la réalité. Il prit une longue inspiration tremblante. Il leva les yeux de la montre, rencontrant ceux de Béatrice. « Permanente » murmura Marcus, testant le mot. « Permanente » confirma Béatrice. Elle tourna la tête pour regarder Georges. Le duc était figé sur place, les regardant en silence, stupéfait. Il avait passé 10 ans à essayer de protéger Marcus du monde, pour réaliser que Béatrice lui apprenait à y survivre. « Gardez votre argent, votre grâce, » dit Béatrice, son ton absolu. « Nous allons au jardin. Il est 4h08 et nous avons un programme à respecter. » Elle remit la montre dans sa poche et regarda Marcus. « Allons-y » Marcus fit un signe de tête sec et saccadé. Il s'écarta du cadre de la porte, s'alignant exactement à 2 pieds à sa gauche. « Le chemin de gravier » déclara Marcus, sa voix retrouvant son ton rauque normal, bien qu'un léger tremblement subsistât. « Il fait 420 pieds de long. Nous le parcourrons 2 fois. »« Parfait, » dit Béatrice. Ils sortirent du bureau, laissant le duc seul avec son argent et ses suppositions ruinées. Tante Agatha a pris pour l'argent. La société avait une façon de faire fuiter les secrets à travers les murs. Et le notaire du duc avait mentionné indiscrètement une somme retirée qui fut ensuite rendue. Quand Béatrice arriva à la maison de ville louée ce soir-là, ses maigres affaires étaient déjà emballées dans 2 malles en cuir usé posées sur le trottoir. « Tu as refusé 3000 livres, » dit Agatha, debout sur le seuil. Elle regarda Béatrice comme si elle regardait un rat malade. « Tu as jeté une fortune pour un fou. Tu es une idiote, Béatrice, et tu n'empoisonneras plus les perspectives de Clara. » La porte se referma avec un bruit lourd et final. Béatrice se tenait sur les pavés. Le brouillard du soir s'installait, humide et mordant. Elle avait exactement 4 shillings et 3 pence dans son réticule. C'était assez pour louer un fiacre jusqu'à une pension à Cheapside, un quartier qui sentait le chou bouilli et les eaux usées, loin des squares manucurés de Mayfair. Elle prit une chambre au 4e étage. Le papier peint se décollait. Le lit s'affaissait au centre, et le plancher gémissait sous ses pas. Elle ne pleura pas. Pleurer était une utilisation inefficace de l'énergie. Elle déballa ses robes, les suspendit à l'unique cheville en bois, et calcula combien de jours elle pourrait manger avec ses pièces restantes avant de devoir chercher un emploi de couturière. Elle continua à rendre visite à Marcus. Elle marchait les 3 miles de Cheapside à Grosvenor Square les mardis et jeudis. Elle brossait le plus gros de la suie de sa jupe avant de sonner. Elle souriait à Hodges. Elle parcourait le chemin de gravier avec Marcus. Elle pensait qu'elle le cachait parfaitement. Elle sous-estimait l'homme qui pouvait mesurer 1 millimètre à l'œil nu. C'était le 2e jeudi de son exil. Ils étaient dans la bibliothèque. Marcus remontait un chronomètre complexe et Béatrice lisait un livre sur la navigation navale, appréciant le calme. Marcus arrêta son travail. Il ne la regarda pas. Il fixa ses bottes. « La boue est incorrecte, » dit Marcus. Béatrice baissa les yeux. Elle avait essayé d'essuyer ses bottes sur la grille, mais un mince liseré de terre séchée restait le long des semelles. « Il a plu hier, » dit doucement Béatrice. « Les rues sont immondes. La boue à Mayfair est principalement mélangée à du gravier et de la cendre de cheval. » Déclara Marcus, la voix neutre. Il pointa une pince en laiton vers ses pieds. « Celle-ci est gris foncé. Elle a une forte rétention d'humidité. C'est de l'argile de la Tamise. Vous marchez depuis les quartiers de la rivière. » Béatrice se figea. Elle ferma soigneusement son livre, gagnant du temps. « J'ai pris un chemin différent aujourd'hui. » Marcus posa la pince. Il tourna la tête pour la regarder pleinement. Ses yeux gris étaient sans ciller, analytiques et totalement implacables. « Votre cadence de marche a changé, » continua-t-il, démantelant systématiquement son mensonge. « Vous arrivez fatigué. Les semelles de vos bottes se sont usées d'environ 1/8 de pouce sur le talon extérieur. Vous parcourez une distance d'au moins 3 miles. De plus, votre apport calorique a diminué. Vos pommettes sont plus saillantes. La géométrie de votre visage est plus nette. » Il exposa les faits comme des rouages sur un tissu de velours. « Marcus, ce n'est rien qui doive vous préoccuper. Est-ce que George a fait ça ?» L'interrompit Marcus,
ses mains serrées en poing, reposant sur le bureau. « Est-ce que mon frère a retiré votre variable de logement ?»« Non, » dit rapidement Béatrice. « C'est ma tante. Nous avons eu un désaccord. Tout va bien. Ce n'est pas bien. » Marcus se leva. La chaise racla bruyamment contre le sol. Il commença à faire les 100 pas. 4 pas en avant. Pivot. 4 pas en arrière. Cheapside, Southwark. La qualité de l'air est sévèrement compromise. Le taux de mortalité est 40% plus élevé. Vous êtes dans un environnement non optimisé. « Je peux me débrouiller », insista Béatrice, se levant également. Elle garda sa voix calme, essayant de l'ancrer. « J'ai une chambre, j'ai un plan. Votre plan a statistiquement de grandes chances de se terminer par la famine ou le typhus. » Rétorqua Marcus. Il ne l'insultait pas. Il énonçait des faits épidémiologiques. Il cessa de faire les 100 pas et regarda la porte. « Je dois parler à George. George a des ressources. George a des propriétés. » Non. Béatrice se mit sur son chemin. Elle ne le toucha pas, mais elle lui bloqua le passage vers la porte. « Marcus, s'il vous plaît, ne lui demandez pas la charité en mon nom. Je ne serai pas une femme entretenue et je ne donnerai pas à la société une autre raison d'avoir pitié de vous. » Marcus la regarda de haut. Sa poitrine se soulevait. Il ne comprenait pas la fierté sociale complexe qui la maintenait dans un taudis. C'était illogique. C'était stupide. « Vous brisez le système, » dit Marcus, sa voix tombant à un grondement bas et angoissé. « J'ai besoin que vous soyez en sécurité. Si vous n'êtes pas en sécurité, la bibliothèque est incorrecte. Le chronomètre est incorrect. La géométrie est ruinée. Je suis en sécurité, » mentit-elle, sa voix s'adoucissant. Marcus la regarda pendant un long moment silencieux. Il regarda les ombres sous ses yeux, le léger tremblement de ses mains. Elle essayait de se cacher. Il savait qu'elle mentait. Il n'argumenta pas. Il hocha simplement la tête une fois. « Je vois. » Il retourna à son bureau, prit sa pince et reprit son travail sur le chronomètre. Il ne parla plus pendant le reste de l'heure. Béatrice pensait que l'affaire était réglée. Elle pensait avoir protégé sa routine. Elle avait tort. Marcus Pendleton n'avait pas quitté les limites de Grosvenor Square sans son frère, ou une voiture fermée en 10 ans. Le monde extérieur était un cauchemar sensoriel. Le bruit était une agression physique. Des roues de fer grinçant sur les pavés, des vendeurs criant leurs marchandises, des chiens aboyant, l'odeur de la fumée de charbon, de la viande pourrie et des corps non lavés. C'était un enfer chaotique et imprévisible de variables qui se chevauchaient. Le vendredi matin, Marcus enfila un lourd manteau de laine. Il tira une épaisse casquette en tweed bas sur ses oreilles pour étouffer le son. Il enfila ses gants de cuir. Il mit un petit carnet relié en cuir dans sa poche. Il passa devant Hodges, qui polissait la rampe. « Monsieur Pendleton ?» demanda Hodges, surprise. « Monsieur, où allez-vous? La voiture n'est pas prête. »« Je n'ai pas besoin de la voiture, » dit Marcus, regardant droit devant lui la lourde porte d'entrée. « Je marche. »« Monsieur. » Sa grâce a explicitement ordonné. « J'ai 30 ans, Hodges, » dit Marcus. Le baryton rauque ne souffrait aucune contestation. « Ouvrez la porte. » Hodges hésita, puis ouvrit la porte. Marcus sortit sous le poids écrasant de Londres. Le rugissement immédiat d'Oxford Street le frappa comme un coup physique. Il ferma les yeux une fraction de seconde. 55 décibels, calcula-t-il. 80. Quand une charrette passe, il ouvrit les yeux. Il se concentra sur le trottoir. 1, 2, 3, 4. Il commença à marcher. Il ne regarda pas les gens. Il regarda les lignes entre les pavés. Il compta ses pas. Il connaissait la grille mathématique de la ville. Il avait étudié les cartes dans la bibliothèque. Si elle marchait à travers l'argile de la Tamise et que cela lui prenait 1h30 en se basant sur sa démarche, elle se trouvait dans un rayon d'1 mille de la cathédrale Saint-Paul. Il marcha pendant 2 heures. Il fut bousculé, heurté et insulté par des employés pressés. Une voiture éclaboussa d'eau sale son pantalon. L'odeur du marché aux poissons faillit le faire vomir. Sa respiration devint courte, sa poitrine serrée par une panique montante. Les variables se multipliaient. La géométrie était entièrement brisée. Il serra le carnet dans sa poche comme une bouée de sauvetage. Il vérifia 3 pensions, récitant son nom à des logeuses déconcertées. Il était terrifiant à regarder. Un homme massif, impeccablement vêtu,
tremblant violemment, refusant tout contact visuel, parlant par demande mécanique et saccadée. À la quatrième maison, dans une rue étroite et sans soleil près de Cheapside, la logeuse hocha la tête. Quatrième étage, chambre du fond, mais elle ne reçoit pas de visiteurs. Marcus contourna la femme, montant les escaliers en bois pourri 4 à 4. Les marches étaient inégales. La hauteur des contre-marches variait jusqu'à 2 pouces. C'était une abomination structurelle. Il atteignit le 4e étage. Il frappa à la porte écaillée. 3 coups secs, à intervalles exacts. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit. Béatrice se tenait là dans sa robe émeraude délavée, un châle serré autour de ses épaules contre le courant d'air. Quand elle vit Marcus remplir le couloir étroit et sale, ses yeux s'écarquillèrent de pure terreur. Marcus. Elle regarda derrière lui, s'attendant à voir Georges, s'attendant à voir des laquais. Il était seul. « Comment as-tu? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Marcus hyperventilait. Des perles de sueur coulaient sur son front. Il s'agrippa au cadre de la porte des 2 mains pour s'empêcher de se balancer. Le bruit. Haleta Marcus. La voix tendue. Le bruit est de 70 décibels. Les escaliers sont structurellement compromis. L'air sent le soufre et la décomposition. « Marcus, tu ne devrais pas être ici, » dit Béatrice, s'écartant rapidement et le tirant dans la petite chambre, fermant la porte sur le couloir. La chambre était exiguë. Un lit étroit, une table de toilette, une seule fenêtre donnant sur un mur de briques. Marcus se tenait au centre, dominant le maigre mobilier, respirant comme un animal traqué. Béatrice n'hésita pas. Elle plongea la main dans sa poche. Elle sortit la montre en argent. Elle la leva. « Compte les battements, Marcus, » ordonna-t-elle fermement. « Regarde le balancier. Ignore la rue. » Marcus fixa le boîtier en argent. Sa poitrine se soulevait. 1, 2, 3, 4. Il fallut 5 minutes pour que son rythme cardiaque ralentisse. Il ferma les yeux, se concentrant entièrement sur le tic-tac rythmique, laissant la mécanique prévisible de la montre repousser le chaos de la ville. Quand il ouvrit enfin les yeux, la panique s'était retirée, laissant derrière elle une clarté profonde et épuisée. « Tu es venu à pied, » murmura Béatrice, réalisant l'ampleur de ce qu'il avait fait. « Marcus, tu as traversé la ville seul. »« Pourquoi ?» Marcus la regarda. Il ne regarda pas le papier peint qui se décollait ou le lit affaissé. Il regarda la femme qui ancrait son monde. « Parce que ta logique est défaillante, » dit Marcus. Béatrice cligna des yeux. « Ma logique ? Tu refuses l'argent de George parce que tu ne seras pas une femme entretenue. » Déclara Marcus, revenant à son ton direct et factuel. « Tu refuses la charité par fierté sociale. Par conséquent, il n'y a qu'un seul contrat légal et social disponible qui offre une sécurité financière et un logement absolu, tout en satisfaisant simultanément ton besoin d'indépendance vis-à-vis de ta tante. » Béatrice le dévisagea, son pouls battant soudainement dans ses oreilles. « Marcus, qu'est-ce que tu dis ?» Marcus plongea la main dans sa poche. Il ne sortit pas une bague. Il sortit le petit carnet relié en cuir. Il l'ouvrit. Les pages étaient remplies de diagrammes géométriques précis et de lignes de texte. « J'ai rédigé un contrat, » dit Marcus, lui tendant le livre. « Le mariage est un contrat. Le Toulange le considère comme une transaction de lignée. Je le vois comme un arrangement de vie optimal. » Béatrice prit le livre. Ses mains tremblaient. Article 1. Récita Marcus de mémoire, tapotant son doigt ganté de cuir contre sa cuisse. « Vous résiderez à Grosvenor Square ou au domaine de campagne, selon votre préférence. » Article 2. Vous aurez le contrôle total des comptes du ménage car je trouve les mathématiques des registres fastidieuses. Article 3. Je n'exigerai pas que vous assistiez à des fonctions sociales qui dépassent 60 décibels. Article 4. Nous nous promènerons dans le jardin les mardis et jeudis. Il cessa de taper sur sa jambe. Il la regarda droit dans les yeux. Article 5, dit Marcus, sa voix tombante à un murmure rauque. Vous n'aurez plus jamais à vivre dans un bâtiment structurellement compromis. Et je n'aurai plus jamais à réparer un chronomètre sans que vous ne lisiez un livre sur la chaise. Béatrice baissa les yeux sur le carnet. Les diagrammes étaient des plans de la bibliothèque montrant sa chaise boulonnée en permanence au sol à sa position exacte. C'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Une larme coula sur sa joue, éclaboussant la page. Marcus tressaillit légèrement. « Éprouvez-vous de la tristesse ?» demanda-t-il, soudain anxieux. « Le contrat est-il inacceptable ?»
Béatrice laissa échapper un rire humide et sincère. Elle ferma le carnet et leva les yeux vers lui. Elle se fichait de la boue, du froid ou du tout Londres. « Le contrat est parfait, Marcus, dit-elle. La géométrie est impeccable. Alors vous acceptez? Oui, dit doucement Béatrice. J'accepte. Marcus laissa échapper un long soupir. La tension quitta complètement ses épaules massives. Excellent. Nous devons partir maintenant. J'ai arrangé une voiture de louage. Elle attend au coin de la rue. Le chauffeur a été payé le double pour éviter les routes pavées autant que possible. Il avait tout prévu. Béatrice attrapa son châle. Ils ne demandèrent pas la permission au duc. Ils le lui dirent à leur retour à Grosvenor Square. George faisait les 100 pas dans le hall, mobilisant les laquais pour chercher son frère dans la ville. Quand Marcus franchit la porte avec Béatrice, George faillit s'effondrer de soulagement. Quand Marcus annonça qu'ils allaient obtenir une licence spéciale de l'archevêque de Canterbury le lendemain matin, George faillit s'effondrer à nouveau, cette fois de choc. Le duc essaya d'argumenter. Il essaya de parler de scandale, du tout Londres, des murmures brutaux qui les suivraient. « Laissez-les murmurer, George », dit calmement Béatrice, se tenant à côté de Marcus dans le bureau. Elle était de retour dans la maison, de retour dans son armure. Leur murmure ne paie pas le boucher, et ils ne donnent pas l'heure. Marcus est un homme adulte. Il a fait un choix logique. Vous pouvez soit nous soutenir, soit nous regarder partir. George regarda son frère. Marcus ne se balançait pas. Il ne fixait pas le plancher. Il se tenait droit, son épaule frôlant celle de Béatrice, complètement ancrée par sa présence. Le duc le vit enfin. La cage qu'il avait construite pour protéger Marcus n'était rien comparé aux fondations que Béatrice avait fournies. George versa 3 verres de scotch. Il en fit glisser 2 sur le bureau. « À la mariée et au marié » dit doucement George, levant son verre. Ils se marièrent dans la petite chapelle du domaine de campagne des Pendleton, loin du regard étouffant de Londres. Il n'y avait pas de foule curieuse, juste George, Hodges et le vicaire. Mais la société ne pouvait pas être ignorée éternellement. 3 mois plus tard, le duc de Westford organisa son bal d'automne annuel. Le tout Londres arriva comme des vautours, avides de spectacle. Ils avaient entendu les rumeurs. Le simple d'esprit avait épousé la vieille fille. Ils s'attendaient à un désastre. Ils s'attendaient à ce que Marcus se cache derrière une fougère, pendant que Béatrice le paradait comme un ours enchaîné. Béatrice se tenait en haut du grand escalier. Elle ne portait pas une robe délavée. Elle portait une robe de velours bleu nuit profond, qui absorbait la lumière exactement comme Marcus l'aimait. À côté d'elle se tenait son mari. Marcus portait un habit de soirée noir impeccablement taillé. Il portait ses épais gants de cuir. Il était d'une beauté terrifiante et semblait complètement indifférent aux centaines d'yeux qui les fixaient. « Le bruit est de 65 décibels, » murmura Marcus, regardant la foule en bas. « Nous resterons exactement 45 minutes, » répondit Béatrice, sans bouger les lèvres, son sourire fixé sur la foule. « Ensuite, nous retournerons à la bibliothèque. Tu as promis de me montrer le mécanisme d'échappement de l'horloge française. 45 minutes, c'est acceptable, » convint Marcus. Ils descendirent les escaliers. La foule s'écarta pour eux. Une mer de chuchotements et d'éventails qui claquent. Lord Harrington était là, ricanant depuis le bord de la salle de bal. Tante Agatha était là, l'air d'avoir avalé un citron, flanquée d'une Clara misérable. Béatrice les ignora tous. Ils atteignirent le bord de la piste de danse. L'orchestre jouait une valse lente. Marcus se tourna vers elle. Il ne demanda pas. Il n'en avait pas besoin. Il tendit sa main droite. Béatrice ne chercha pas son réticule. Elle ne sortit pas de mouchoir. Au lieu de cela, elle posa sa main nue directement sur son épais gant de cuir. Elle pouvait sentir la chaleur de sa peau rayonner à travers le cuir. Marcus se raidit une fraction de seconde, sa mâchoire se serrant, traitant la sensation. Puis il expira. Il referma ses doigts sur les siens. Il posa son autre main gantée légèrement sur sa taille. Il ne regarda pas la foule. Il regarda le motif géométrique du parquet, puis lentement, il leva les yeux pour rencontrer les siens. « 1, 2, 3, » murmura Marcus. « Parfait, » répondit Béatrice. Ils entrèrent dans la valse. Ils ne flottaient pas comme de l'eau. Ils se déplaçaient comme une machine parfaitement calibrée. Chaque pas était précis, chaque tour mesuré, chaque mouvement ancré dans une confiance absolue. La salle de bal devint entièrement silencieuse.
Les murmures moqueurs moururent dans la gorge du tout Londres. Ils ne pouvaient pas se moquer d'un homme qui se déplaçait avec une telle détermination indéniable. Ils ne pouvaient pas plaindre une femme qui regardait son mari comme s'il était la seule chose solide dans un monde fragile. La société aime les monstres et elle méprise les idiots. Mais elle n'a absolument aucune défense contre un partenariat forgé dans l'acier et battant au rythme parfait. Marcus guida sa femme à travers la piste, ignorant complètement le monde, se concentrant uniquement sur la géométrie de la femme dans ses bras. Le monde exige que nous nous conformions à son bruit, à ses règles et à ses jugements superficiels. Mace, Marcus et Béatrice prouvent que la véritable connexion ne se trouve pas en s'intégrant. Elle se trouve en trouvant la seule personne qui comprend votre géométrie unique. L'amour n'est pas toujours fait de mots fleuris. Parfois, c'est une montre réparée, un pas compté et un silence partagé dans une pièce bruyante. Si cette histoire de défi à la société et de découverte d'un amour qui a vraiment du sens a résonné en vous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager avec quelqu'un qui apprécie les vraies romances et à vous abonner pour plus d'histoires émouvantes et réalistes. Quel a été votre moment préféré?